Bienvenue dans le débat avec ce coup d'envoi des négociations entre le Liban et Israël à Washington sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio. C'est une première. Alors peuvent-elles aboutir alors que les combats se poursuivent entre l'armée israélienne et le Hezbollah dans le sud du pays? Le Hezbollah qui a immédiatement exigé l'annulation de ces discussions et qui revendique en ce moment 13 attaques contre le nord d'Israël. C'est un processus mais pas un événement. C'est ce qu'a affirmé à l'instant Marco Rubio, justement, juste avant le début de ces négociations. 17 pays, dont la France et le Royaume-Uni, appellent Israël et le Liban à, je cite, saisir l'opportunité des pourparlers de paix. Des négociations pourraient-elles reprendre aussi à la demande du Pakistan entre les États-Unis et l'Iran, alors que Trump a imposé un blocus du détroit d'Ormuz? La question du nucléaire semble être au cœur de l'échec de ces pourparlers. La balle est dans le camp de l'Iran, a déclaré J.D. Vance, le vice-président américain. Emmanuel Macron et Keir Starmer vont coprésider vendredi à Paris une visioconférence des pays non belligérants prêts à contribuer à une mission multilatérale, je cite, et purement défensive sur le détroit d'Ormuz. Alors que peut-on attendre d'abord des négociations entre Israël et le Liban à Washington? Comment le blocus américain dans le détroit d'Ormuz est-il appliqué? Des discussions entre l'Iran et les États-Unis pourraient-elles reprendre? Quelle place finalement pour la diplomatie? On va poser ces questions à nos invités. Rina Bassiste est avec nous, bonsoir. Vous êtes rédactrice pour Al Monitor, bienvenue. En face de vous, Marc Semo, bonsoir. Bonsoir. Collaborateur à Challenge et au Monde. Votre dernier livre, Marc, on ne l'a pas cité. 100 questions sur la géopolitique. 100 questions sur la géopolitique. Aux éditions Talendier. Aux éditions Talendier. Bientôt en édition de poche. Bientôt en édition de poche, félicitations. Jean-Pierre Perrin est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste indépendant, bonsoir. Bonsoir. Ancien grand reporter à Libération sur le Proche et le Moyen-Orient. Bienvenue aussi. Patrice Paoli est avec nous. C'était pas mon livre. Ah, votre livre alors, allez-y. Parce qu'on... La chambre de George Orwell chez Plon. Il y a un rapport avec l'Iran. Ouais, La chambre de George Orwell chez Plon. Merci en tout cas. Patrice Paoli, vous êtes avec nous en direct, diplomate et ancien ambassadeur de France au Liban. Bienvenue également à vous. Les discussions donc entre responsables... Bonsoir, moi je n'ai pas écrit de livre. Bon, bah écoutez, très bien. On va vous écouter en tout cas sur ce qui se passe, ces discussions entre responsables israéliens et libanais qui ont donc démarré à Washington. On fait d'abord un point en image avec Marc de Chalvron. Un nouveau bombardement ce matin à Tyr, la grande ville du sud Liban. Israël poursuit ses frappes aériennes et intensifie ses opérations terrestres. L'armée israélienne a diffusé ces images. Elle affirme avoir encerclé la ville de Bentejbel, un fief du Hezbollah situé à quelques kilomètres de la frontière avec l'État hébreu. Un soldat israélien est mort, le 13e depuis le début de cette nouvelle guerre contre le Hezbollah. Pas de quoi entamer la détermination de Benyamin Netanyahou. On ne se reposera pas tant qu'on n'aura pas restauré la sécurité. Bien sûr que les combats continuent, ils ne se sont pas arrêtés et ils continuent tout le temps. C'est dans ce contexte d'affrontement que doivent débuter les discussions historiques entre Israël et le Liban à Washington. Il s'agit des premiers pourparlers directs entre le Liban et Israël depuis 1993 en vue d'un possible accord de paix. Une perspective qui paraît bien lointaine à la plupart des Libanais rencontrés ce matin à Beyrouth. Je ne pense pas que le Liban va pouvoir faire la paix avec Israël. Parce qu'Israël ne veut pas la paix. Israël veut occuper le sud du territoire libanais. C'est ça le problème. Parce que c'est le Hezbollah qui décide ici. Le Liban veut désarmer le Hezbollah, et les États-Unis aussi, et Israël aussi, et donc lui, il ne veut pas. Donc c'est une perte de temps. C'est l'un des principaux enjeux des négociations entre le Liban et Israël, le désarmement du Hezbollah exigé par les Israéliens. Le mouvement chiite libanais pro-iranien a fait savoir bruyamment son opposition à toute discussion avec l'État hébreu, synonyme à ses yeux de capitulation. Et on va écouter tout de suite Marco Rubio qui a pris la parole juste avant le démarrage de ces négociations à Washington. On l'écoute. C'est une opportunité historique. Il faut comprendre que l'on se bat contre des décennies d'histoire et de complexité qui nous ont conduits à ce moment historique aujourd'hui. Cette opportunité, je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions à propos du cessez-le-feu. Ce n'est pas juste le cessez-le-feu, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'apporter une fin durable à 20 ou 30 ans d'influence du Hezbollah dans la région. Cyril Payen, vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth. Bonsoir à vous. Cyril, qu'est-ce qui se dit au Liban sur ces négociations ?
Écoutez, Stéphanie, vous répondre que tout l'ensemble de la population libanaise est axée sur ce qui se passe à Washington et essaye de minute par minute d'avoir des informations serait largement exagéré. Depuis évidemment la décision de l'information qui est sortie de la tenue de ces préliminaires, hein, puisque ce n'est que ça dont il s'agit, c'est un cadre à de probables futures négociations. Effectivement, il y a un optimisme prudent, je dirais, pour ceux que ça peut intéresser, mais la chose donc on retient, et là c'est la photo d'ailleurs commence déjà à circuler, beaucoup de Libanais m'ont répondu depuis 48 heures, c'est surtout pour la photo, sous pression américaine, la photo effectivement historique, presque inédite, hein, puisque ce n'est pas arrivé depuis 43 ans, d'un ambassadeur, d'une ambassadrice libanaise, un ambassadeur américain, israélien, et sous égide du département d'État américain, eh bien, de les faire se parler. Alors les deux personnes se sont parlé par téléphone, par visioconférence vendredi dernier, donc tout cela évidemment est en train de se mettre en place, mais ce que n'oublient pas les Libanais ici, c'est que le pays est sous le feu, hein, de l'armée israélienne, des combats dans le sud du pays, à la frontière du Liban, qui sont qui est cible de bombardements, comme une grande Beyrouth aussi depuis 15 mois, eh bien, mais un accroissement incroyable, extrêmement violent des combats depuis 48 heures. La division 98 de l'armée israélienne sont les parachutistes, les commandos sont dans des localités extrêmement importantes, des vrais bastions du Hezbollah, et chaque heure, des bombardements. 35 villages ont été bombardés depuis minuit hier pour cette seule partie du sud Liban. Donc écoutez, beaucoup de Libanais savent qu'étant sous le feu israélien, tout cela n'augure pas du meilleur pour arriver à une négociation, surtout que les préconditions, les prérequis, on l'a dit, étaient extrêmement importants. C'est vrai que quand on ne s'est pas parlé pendant 43 ans, c'est pas forcément évident de trouver les bons éléments, mais les Libanais demandent déjà au préalable tout de suite un cessez-le-feu. Je rappelle que Beyrouth a été frappée par un bombardement totalement inédit vendredi dernier, plus de 350 morts, une cinquantaine d'enfants. Aucun quartier d'où je me trouve, aucun endroit de la zone de Beyrouth n'a été épargné. C'est vraiment la première fois, avec sans avertissement. Et cela, quelques instants, je le rappelle, avant le début du cessez-le-feu entre Téhéran et Washington. Tout cela, les Libanais ne l'oublient pas. Effectivement, difficile de demander déjà un cessez-le-feu, alors que du côté israélien, on demande déjà aussi en précondition de ce fameux désarmement du Hezbollah. On en est loin, on le sait très très bien ici. Merci Cyril Payen, donc notre envoyé spécial à Beyrouth. On va voir justement qui sont les partis en présence en ce moment à Washington autour de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Vous avez l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Leiter, l'ambassadrice du Liban aux États-Unis, Nada Hamadeh Mouawad, l'ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, et puis le directeur de la planification politique du département d'État américain, Mike Needham, tous autour donc du secrétaire d'État américain. Est-ce que c'est juste pour la photo, Marc Semo ? Non, parce qu'on commence à discuter. Alors ensuite, effectivement, si les deux parties campent sur leurs exigences, les Libanais disant il n'y aura pas le préalable à toute réelle discussion est un cessez-le-feu, et si de l'autre côté les Israéliens maintiennent leur exigence fondamentale, qui est d'abord on commence le désarmement de Hezbollah et ensuite on parle, effectivement, ces discussions n'iront pas très loin. Mais quand Marco Rubio dit c'est un processus, justement c'est ça, c'est que les uns et les autres ne vont pas d'entrée de jeu probablement casser cette dynamique qui peut s'ouvrir. Ensuite, ça va être long, compliqué. Il faut voir aussi que c'est un contact direct, c'est le premier depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Moi, autant qu'ils m'en souviennent, c'est quasiment depuis 1983. Il y a peut-être eu des contacts après, mais les seules véritables négociations qui avaient eu lieu entre les deux pays étaient là. Ensuite, il y avait eu, par ailleurs, on l'oublie trop souvent, des négociations indirectes, celles-là, mais qui avaient réussi sur la délimitation des frontières maritimes pour les champs gaziers offshore. Ça, c'était il y a 2-3 ans. 2022. 2022. Et ce qui montre que quand il y a des intérêts financiers importants en jeu, on peut arriver à trouver un accord. Donc ça devrait être à certains égards un exemple. Donc ensuite, voilà, là on est dans une situation quand même qui est très difficile. Il y a la guerre et surtout, effectivement, la partie la plus importante, qui est l'autre acteur majeur du conflit, qui est le Hezbollah, n'est pas là. Et au contraire, fait tout pour saboter. En témoigne, et je terminerai là-dessus, les 13 missiles, les 13 attaques lancées aujourd'hui contre Israël, avec une claire volonté de porter ce processus qui ne fait que commencer à un échec.
Patrice Paoli, puisque vous avez été ancien ambassadeur de France au Liban, d'ailleurs, vous pouvez confirmer que c'est que les années 80 qu'il y a eu des discussions directes entre Israël et le Liban, parce qu'il y a un peu un conflit sur les dates. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre analyse là-dessus. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ces toutes premières discussions? C'est ce qu'on nous dit finalement. C'est pour l'instant, on en est au niveau technique entre Israël et le Liban. Il y a eu beaucoup d'instances de discussion, directes ou indirectes, entre Israël et le Liban. Alors, il y a eu l'accord tripartite de mai 1983, qui avait été dénoncé pendant la guerre civile par toute une partie du Liban, des partis en présence à l'époque, et accord qui a finalement échoué. Et puis, il y a eu des organismes, il y a eu des manifestations. J'ai un décalage dans la voix, je suis désolé. Et il y a eu aussi des discussions indirectes pour l'observation de la trêve après 1996, pardon. Donc il y a eu plusieurs instances de discussion. Aujourd'hui, moi, en tant que diplomate, je ne peux que me réjouir que des négociations soient engagées. C'est notre ADN de diplomate, c'est la négociation, la recherche de solutions par la discussion. Donc c'est une bonne chose en soi que des négociations s'engagent. En même temps, elles s'engagent dans un rapport de force extrêmement déséquilibré. On a un gouvernement libanais dirigé par Nawaf Salam, qui est un homme de bien, un homme de paix, qui est une personnalité que nous connaissons bien, que nous apprécions, mais qui fait face à deux partenaires ou dont il est la victime collatérale. D'une part, le Hezbollah, et d'autre part, le gouvernement israélien. Les négociations s'engagent sous des auspices qui sont quand même particulièrement difficiles, avec un discours israélien qui parle d'une paix par la force. C'est ce que dit Benjamin Netanyahou. Donc ça laisse peut-être mal augurer de la capacité de négociation ou de discussion qu'il y aura. Le Hezbollah qui persiste dans son intransigeance. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut espérer en tous les cas, c'est que les discussions permettront d'avancer. Moi, personnellement, j'ai des interrogations également sur l'engagement des Américains. Quelle sera leur persévérance, leur patience pour accompagner un processus qu'ils ont peut-être voulu, qu'ils ont peut-être imposé d'ailleurs au gouvernement de Benjamin Netanyahou, comme ils l'avaient fait pour l'accord sur Gaza. Mais on a vu avec Gaza le peu de persistance dans l'effort. Donc aujourd'hui, une page s'ouvre, tant mieux. Des discussions s'ouvrent, tant mieux, mais dans un rapport extrêmement déséquilibré et avec une politique menée par le gouvernement israélien sur les résultats de laquelle on peut s'interroger. L'usage de la force à outrance, ce bombardement catastrophique du 8 avril, mais aussi tous les victimes collatérales libanaises tous les jours, donc les villages qui sont rasés dans le sud du pays, et aussi une volonté expansionniste avec des visées d'une partie, en tous les cas, du gouvernement de Netanyahou sur toute la zone jusqu'au Litanie, qui est une vieille histoire, puisque 78 interventions au Liban, 82 nouvelles interventions au Liban, 2006 la guerre de l'été, tout cela, je veux dire, pour aboutir, je veux dire, à une impasse. Donc voilà. Donc, Rina Bassiste, une impasse est possible. Quelles sont les attentes finalement en Israël déjà sur ces toutes premières négociations? On a vu que Benjamin Netanyahou a posé lui tout de suite deux conditions pour parler: le désarmement du Hezbollah, il dit, et la recherche d'un véritable accord de paix, alors qu'on sait que le gouvernement libanais, lui, veut d'abord, et vous le disiez, Marc Sebo, un cessez-le-feu. Bon, ça c'est la rhétorique qui est destinée d'abord aux Israéliens et surtout aux résidents, ceux qui habitent à côté de la frontière, ceux qui souffrent le plus. Et certes, d'un côté, rien n'a changé, si vous voulez. Les négociations arrivent à ce moment-là, ça aurait pu se faire il y a une semaine. Il n'en voulait pas d'ailleurs, Benjamin Netanyahou. Parce qu'Israël, justement, exige qu'on continue les négociations sous le feu. Et de l'autre côté, on a un gouvernement libanais, ça n'a rien changé. On est encore dans cette situation où les gouvernements libanais et l'armée libanaise sont dans une incapacité justement à désarmer Hezbollah. Donc là, rien n'a changé. Donc si on regarde ça, on dit pourquoi négociation, ça va aboutir à rien. Avoir dit ça, quand même, et malgré la rhétorique de M. Netanyahou, je crois qu'on voit deux changements sur le terrain. D'abord,
Et Israël a accepté une sorte de petit cessez-le-feu, si vous voulez, sur la région de Beyrouth depuis quelques jours, depuis ce week-end. Et surtout, bien sûr, le quartier de la Dahia, qui est le QG de Hezbollah. Donc, Israël ne frappe plus sur cette région, ce qui démontre en fait que les Américains sont engagés vraiment à essayer de pousser des négociations. Et on sait que l'engagement américain, ça sera la clé pour que les négociations aboutissent à quelque chose. Et la deuxième chose est aussi certaines déclarations qui étaient fuitées de la part de chefs de l'armée israélienne, disant que justement cet objectif du gouvernement de Netanyahou à désarmer Hezbollah complètement, c'est infaisable, c'est pas possible. Il ne faut pas mettre ça comme un objectif, il faut avoir des objectifs plus réalistes, plus modeste. Je crois qu'au moment, si jamais, soit Israël, soit l'armée libanaise arrive à arrêter les tirs vers Israël, en ce moment-là, même si Hezbollah ne sera pas désarmé complètement, il y aura effectivement une sorte d'espace pour des négociations productives. Jean-Pierre Perrin, je vous fais réagir à ce qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre libanais, Nawaz Salam, qui a d'ailleurs reporté son déplacement. Il devait aller à Washington et il a appelé à l'unité. On l'écoute, du pays. Je ressens la douleur de la mère qui a perdu son fils au combat, sur le front. Tout comme je ressens la douleur de la mère qui a perdu son enfant, un enfant qui n'avait pas choisi cette guerre et qui voulait simplement vivre. Nous persévérerons dans nos efforts pour mettre fin à la guerre, au premier rang desquels figure l'initiative présentée par le président Joseph Aoun, visant à négocier un cessez-le-feu et à permettre aux institutions étatiques légitimes de remplir pleinement leur rôle dans la protection du Liban et de l'ensemble de sa population. Jean-Pierre Perrin, le gouvernement libanais a décidé tout de même vraiment d'engager. D'ailleurs, il a proposé à Israël depuis plusieurs semaines ces fameuses négociations. Donc il y a une volonté de sa part. Alors nous avons un Premier ministre qui est assez exceptionnel. C'est un humaniste. C'est une personnalité de l'intelligentsia. Ce n'est pas a priori un politique, mais c'est quelqu'un qui a eu une véritable aura en tant qu'intellectuel. Donc, pour la première fois depuis des années, le Liban a vraiment à sa tête, comme Premier ministre, un homme absolument remarquable, honnête en plus, pas d'affaires de corruption, donc on a vraiment un... Il y a un momentum là, voilà, du côté du gouvernement libanais. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, personne ne lui facilite la tâche. Enfin, nous avons Israël qui n'en finit pas de bombarder, qui ne bombarde pas simplement le Hezbollah, qui bombarde le Liban. Aujourd'hui, ils ont détruit le port de pêche de Nakoura. Qu'est-ce qu'un pauvre port de pêche a à voir avec ce conflit? Rien, évidemment, et ce port est détruit. Donc on a une volonté quand même, non pas seulement de lutter contre le Hezbollah, mais de lutter contre l'État libanais. Et puis alors, dans ces négociations, ce qui manque quand même, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui va quand même donner le momentum aussi au Hezbollah pour lui dire, ben voilà, maintenant, tu peux accepter ou tu ne peux pas accepter. Donc, et puis, sans l'Iran, sans l'avis de l'Iran, le Hezbollah ne fera rien. Donc c'est directement lié aux négociations entre les États-Unis et l'Iran, vous dites ce qui se passe à Washington. Cela dépend des négociations entre Téhéran et Washington, bien évidemment. Et puis enfin, il y a un troisième point qui est important, c'est que le Hezbollah n'est pas représenté à aucun moment. Donc on négocie sur son désarmement alors qu'il n'est pas là, alors qu'il ne fait même pas connaître Enfin, il n'est pas impliqué dans la négociation, au contraire, il n'en veut pas. Et quand on parle du désarmement du Hezbollah, on parle de quoi? Des missiles, des Kalachnikov? On est dans le flou intégral. Donc il y a une volonté de casser le Liban en même temps que le Hezbollah de la part des Israéliens. Vous êtes d'accord, Marc Sémon? Après ce désarmement du Hezbollah, c'est vrai que Ghassan Salamé, le ministre de la Culture, disait tout récemment que c'était un processus long, que ça devait être fait graduellement avec une fermeture des frontières pour éviter qu'il y ait des importations de nouvelles armes, que c'était compliqué finalement de le mettre en œuvre en très peu de temps. Donc... La politique israélienne est clairement d'une pression maximum sur sur le Liban, sur l'État libanais, pour justement essayer de l'impliquer dans le désarmement du Hezbollah. Mais en même temps, c'est totalement contre-productif, parce que la question, on la voit à chaque fois qu'il y a eu des résolutions de l'ONU
sur la situation au sud du Liban, qui toutes prévoyaient de la même manière, à peu de choses près, le retrait au-delà du Litani, le fleuve Litani à 30 km de la frontière, et le désarmement de Hezbollah avec le déploiement de la FINUL qui était censé surveiller ce désarmement, ça n'a jamais marché. D'abord parce qu'il y avait une absence de volonté, mais surtout une absence de moyens de l'armée libanaise de faire ce travail de désarmement du Hezbollah. Donc là, on est dans une situation qui se répète à l'infini. D'une certaine façon, ça peut sembler cru, mais il y a une phrase célèbre qui dit « La folie, c'est faire à chaque fois la même chose en pensant qu'elle donnera un résultat différent ». Et on est un peu dans cette situation, c'est-à-dire on retrouve plus ou moins les mêmes paramètres. Néanmoins, là, quelque chose a bougé. D'abord parce qu'effectivement, il y a de la part des Libanais, et le Premier ministre là-dessus quand même est emblématique, une volonté malgré tout d'exister. Rappelez-vous la une. Et surtout, il s'est opposé clairement contre le Hezbollah. Le Hezbollah suicide le Liban. Le fait que le Hezbollah a été le seul des proxys de l'Iran à réagir après l'élimination du guide suprême était quand même un signe qu'au sein du Hezbollah, les militaires, ceux qui sont liés avec l'Iran le plus directement, ont la suprématie, décident par rapport aux politiques. Et donc, il y a eu cette évolution du Liban, et d'une certaine façon, c'est très frappant de voir que pour beaucoup de Libanais, ce qui est en train de se passer là, c'est malgré tout, pour la première fois depuis longtemps, un acte souverain de l'État libanais qui essaye d'exister et qui a ce momentum, parce qu'il y a effectivement ce Premier ministre qui est une personne éminemment respectable, parce qu'il y a une partie de l'opinion libanaise qui est en train de bouger là-dessus, et que peut-être il y a quelque chose qui sera possible, mais ça sera évidemment long, très compliqué et très hasardeux, vu effectivement tous les paramètres qu'on a évoqués précédemment. Long, très compliqué et très hasardeux. Je vous fais réagir juste après, Rina Bassiste. Patrice Paoli, quel pourrait être le rôle de la France? On sait qu'Israël s'oppose finalement aujourd'hui au rôle de la France dans la diplomatie, mais est-ce qu'elle pourrait s'imposer pour aider le Liban et pas peut-être la France, le reste de l'Europe aussi? Ou est-ce que ce sont que les États-Unis qui puissent finalement faire pression sur Benyamin Netanyahou? Je pense que pour l'instant, la capacité de manœuvre de la France est extrêmement réduite. Dans une période d'affrontement militaire, celui qu'on connaît depuis maintenant le 28 février, donc contre l'Iran, mais aussi au Liban aujourd'hui, notre marge de manœuvre est extrêmement limitée face à des belligérants qui sont déterminés à poursuivre leurs actions, leurs combats. Donc on peut appeler ce que nous faisons à l'arrêt des combats, condamner, comme l'ont fait un certain nombre de ministres cet après-midi, 17 pays qui ont condamné donc à la fois les attaques du Hezbollah contre Israël, mais les frappes israéliennes massives qui ont été menées par Israël contre le Liban et les attaques contre les casques bleus et de la FINUL. Réfléchir à l'après, pour l'instant, je veux dire, encore une fois, je pense que la marge de manœuvre de la France est extrêmement limitée tant que le gouvernement israélien ou le Hezbollah, le gouvernement iranien ou les États-Unis ne seront pas disposés à changer, si j'ose dire, et excusez-moi l'expression, leur fusil d'épaule. Donc pour l'instant, on est dans une situation, je pense, d'impasse de la négociation. Elle s'ouvre à Washington, tant mieux, mais comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Perrin, une bonne négociation, c'est une négociation qui met face à face des gens qui ne sont pas d'accord, ceux qui s'opposent. Alors, il manque souvent une partie, on négocie avec son ennemi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement libanais qui part à une négociation qui est en situation de vulnérabilité. Nous pouvons le soutenir, nous, politiquement, mais au-delà d'un soutien verbal actuellement, on est très limité dans une phase d'affrontement. Voilà. Et donc, il faut rééquilibrer aujourd'hui ce rapport de force défavorable et soutenir des gens de bonne volonté. Tout le monde a souligné la qualité des gens que nous avons actuellement à la tête du Liban, Nawaf Salam, Hassan Salamé, que nous connaissons bien, le président Aoun, qui a tendu le premier la main pour avoir des négociations avec Israël. Donc, les soutiens, et surtout espérer ou peser pour que les Américains s'engagent réellement. Ce sont eux aujourd'hui qui ont sans doute la capacité d'influence la plus forte sur Israël, sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, pour obtenir que ces négociations puissent aboutir à un résultat. Rina Bassiste, la clé aux États-Unis. Enfin, il faudrait
que les États-Unis fassent pression. Ils sont les seuls à être capables de faire pression effectivement sur Israël aujourd'hui. Oui, absolument. On a bien vu, je crois que c'était le 14 mars, si je ne me trompe pas, il y avait le président Macron qui a proposé justement, qui a appelé à des négociations directes, qui a proposé que ces négociations vont se tenir à Paris. Washington n'a rien écouté, ça ne les intéressait guère. Et donc la France vraiment est absolument écartée. En plus de ça, il y avait un choix de la part du président Emmanuel Macron de se tenir à une certaine politique qui, de fait, a fait couper en fait le dialogue avec Israël. Il n'y a plus de dialogue entre Paris et Jérusalem. Et quand il n'y a pas de dialogue, comment la France peut jouer un rôle? Il faut parler aux deux côtés. Emmanuel Donc là, Macron a appelé le voilà, président iranien. Il dit, il s'est entretenu hier avec Donald Trump et le président iranien, Emmanuel Macron. Oui, avec les Iraniens, il parle encore. Avec les Israéliens, il ne parle plus. Et donc, je pense que la France, pour l'instant, il n'y a pas de rôle pour la France dans ce conflit, malgré qu'on aurait pu imaginer, bien sûr, une contribution positive. C'est les Américains qui mettent la pression. Avoir dit ça, je crois qu'il y a quand même une volonté israélienne d'avancer. Il y a une compréhension en Israël que même si on continue avec l'action militaire, il n'y aura pas une issue sans une solution diplomatique. Ce sont des voix qu'on attend non seulement du côté de la classe politique, mais aussi du côté de la classe militaire. Il y a cette compréhension, mais après, bien sûr, il faudra qu'il y aura des garanties que l'armée libanaise va faire ce que l'armée libanaise s'est engagée. Il y a 1 an et demi à le faire et n'est jamais le fameux désarmement du Hezbollah. À désarmer Hezbollah, au moins au sud de Liban. Jean-Pierre Perrin, oui, l'histoire se répète un peu. Alors vous disiez qu'il aurait fallu que le Hezbollah participe aux négociations, alors que c'était le gouvernement libanais, c'est au contraire distingué du Hezbollah depuis plusieurs mois, justement, en disant qu'il voulait des négociations directement avec Israël, en sachant tout de suite que le Hezbollah, de toute façon, ne souhaitait pas ces négociations. Comment voulez-vous que le Hezbollah accepte un accord où il n'est pas impliqué? C'est absolument impossible. En plus, c'est un accord de capitulation. Donc, ça me paraît totalement impossible pour le Hezbollah de cautionner un accord qui serait signé à Washington, un accord auquel il ne participerait pas. En plus, on voit en ce moment, avec la rhétorique du Hezbollah, on voit actuellement Naïm Kassem, c'est une rhétorique qui n'a jamais été aussi violente depuis des années. Il a dit « nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle sur le champ de bataille ». Donc, on n'a pas un parti qui semble sur le point de capituler. Mais ils le font sur l'ordre de l'Iran. Oui, alors ils le font sur ordre de l'Iran. Je pense que puis, leur capacité décisionnelle propre a fondu comme neige au soleil ces dernières années et que maintenant, effectivement, ils sont un véritable partenaire de l'Iran, un allié mandataire de l'Iran avec une capacité décisionnelle qui est réduite au minimum. Et puis, franchement, quand on fait une négociation sur le désarmement du Hezbollah, on en fait un but de négociation, on ne le met pas comme un préalable. Sinon, ça n'a pas de sens de négocier avec déjà, sur ce qui devrait être le but, on négocie déjà au départ. Non, il y a quelque chose qui fait que ces négociations me semblent vouées à l'échec. Et vous êtes très pessimiste. Non, mais donc, un dernier point, c'est que Netanyahou a dit lui-même que même s'il y avait un accord entre les États-Unis et l'Iran, il ne se tenait pas tenu par cet accord et qu'il continuerait à frapper le Hezbollah. Donc vous êtes très sceptique. Sur le risque de l'échec, Jean-Pierre a entièrement raison. Mais la raison pour laquelle le Hezbollah n'est pas la négociation, parce que tout le but de la négociation, mais y compris des résolutions de l'ONU qu'il y avait eu sur le sujet, c'était de dire on restaure la souveraineté de l'État libanais. Pour le moment, le Hezbollah prend en otage, depuis maintenant des années, les Libanais. Et en particulier dans sa décision de riposter. En particulier dans ces incursions, ces opérations contre Israël. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on négocie avec le Liban un plan, avec le soutien des Nations Unies, des moyens pour renforcer l'armée libanaise que donnerait l'Arabie Saoudite, auquel participerait aussi la France, ça a déjà été évoqué, afin que l'État libanais, avec justement ces gens aujourd'hui qui le représentent, qui sont des gens effectivement d'une extrême qualité, puisse ensuite imposer au Hezbollah un certain nombre de choses, ce qui est dans la logique d'un État. Le propre d'un État, c'est classiquement d'avoir le monopole de la force intérieure. Mais personne ne conteste ce point, Marc. Et bien évidemment que c'est normal si, qu'un État ait le monopole de la... Le Hezbollah le conteste. Simplement, oui, bien sûr. Mais simplement, on peut dire aussi que ce gouvernement a fait ce qu'il a pu. Il a échoué. Alors dans ce cas-là, on l'oublie, on négocie avec le Hezbollah comme si c'était l'État libanais ?
On peut aussi s'interroger sur la façon dont on peut essayer de séparer la population pro-Hezbollah et faire en sorte qu'elle ne soit plus ou moins pro-Hezbollah. Et ça n'est jamais un paramètre qui est pris en compte. Et en bombardant tout le sud de Liban, eh bien, on ne fait que renforcer encore l'emprise du Hezbollah. Rina Bassiste. Oui, je crois que même pour le gouvernement libanais, là je vais aller dans le sens de ce que Maximo a dit tout à l'heure, même pour le gouvernement libanais, peut-être c'est un changement par rapport aux années précédentes. Il est clair qu'il faudra... à un certain moment, il y aura des confrontations avec le Hezbollah, qu'il n'y aura pas un accord. Qui le menace d'ailleurs. Il n'y aura pas un accord entre le gouvernement libanais et le Hezbollah. Il faudra à un certain moment que l'armée libanaise trouve cette motivation. Peut-être si l'armée est plus entraînée, peut-être s'il y a plus de moyens, peut-être s'il y a plus de pression aussi, il y aura cette motivation qui monte. Avec le risque de guerre civile, hein, on peut le dire dans ce cas. Mais avec juste ce point, la virulence, effectivement, sans précédent de Naïm Qassem, l'actuel chef du Hezbollah, s'explique probablement aussi en partie parce qu'il voit la donne en train de changer, à la fois militairement vis-à-vis d'Israël. Bon, le Hezbollah se bat, le Hezbollah résiste, mais malgré tout, il n'est pas quand même en posture très favorable. Et deuxièmement, parce qu'il voit que l'État libanais, petit à petit, émet au moins la volonté, on ne sait pas s'il y arrivera, de redevenir un État et d'imposer sa loi en interne. Oui, mais la Patrice Paoli, je donne la parole à Patrice Paoli. Allez-y, parce qu'on termine sur le Liban. Après, on va parler justement des négociations ou pas entre les États-Unis et l'Iran. Allez-y, Patrice Paoli. Je ne sais pas si on peut finir sur le Liban, mais en tous les cas... En tout cas, peut-être sur justement l'État libanais et sa position très difficile, coincé effectivement entre Israël d'un côté et le Hezbollah de l'autre. L'armée libanaise qui, malgré le fait qu'elle représente la nation, est faible, elle n'est pas assez forte. Enfin, il y a tout cela qui rentre en compte. Oui, alors d'abord, je voudrais quand même rappeler ou faire une petite mise au point, parce que Rina Bassiste dit que la France ne veut pas parler Israël. Je pense que la France n'a pas choisi d'arrêter de parler Israël. C'est Israël qui a choisi de ne pas considérer la France comme un interlocuteur, parce que le gouvernement français, même s'il est trop timide dans ses critiques, a néanmoins mis en cause un certain nombre de politiques ou de pratiques israéliennes dans un passé récent, depuis quelques mois. Donc la France n'a pas choisi de ne pas parler Israël. Le ministre Barrot s'est rendu récemment en Israël. La visite s'est peut-être pas très bien passée, mais témoignait d'une volonté de dialogue. Donc nous, je ne pense pas qu'on puisse dire que la France ait choisi d'interrompre le dialogue. Deuxièmement, on ne va pas considérer qu'Israël découvre que l'armée libanaise n'a pas tous les moyens nécessaires pour désarmer immédiatement le Hezbollah. On le sait depuis longtemps. Et on ne peut pas dire qu'Israël ait encouragé ni la FINUL à faire son travail dans le sud du Liban, ni l'armée libanaise à se déployer sur l'ensemble du territoire libanais. Donc aujourd'hui, découvrir que l'armée libanaise a du mal à faire ce qui ne peut résulter que d'un long processus qui était en cours et que Nawaf Salam, avec son gouvernement et sous l'autorité du président Aoun, avait engagé prudemment, mais cela prend du temps, a été interrompu donc par les combats récents. Donc on ne peut pas demander du jour au lendemain un désarmement du Hezbollah dont tout le monde sait qu'il est problématique. Il n'a pas été obtenu par les armes, avec un certain nombre d'épisodes dont le plus illustre d'entre eux, si j'ose dire, a été celui de 2006, où une partie du pays a été rasée et le Hezbollah a survécu. Donc il faut sans doute trouver des moyens de mettre en œuvre un processus. Le processus ne veut pas donner des résultats du jour au lendemain et, comme cela a été dit par d'autres intervenants, on ne peut pas postuler comme préalable que le Hezbollah soit désarmé pour en tenir ensuite un accord. Donc je pense qu'il faut que chacun fasse preuve de raison et de réalisme pour avoir des objectifs qui soient atteignables. Quid des négociations justement entre les États-Unis et l'Iran, alors que Trump a imposé un blocus dans le détroit d'Ormuz? On en sait un peu plus d'ailleurs sur l'échec des négociations entre J.D. Vance et les Iraniens le week-end dernier. On va écouter J.D. Vance, le vice-président américain. Je ne dirais pas simplement que les choses se sont mal passées. Je pense qu'il y a des choses qui se sont bien passées. Nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons également précisé très clairement, et je pense que cela fait partie des progrès accomplis, sur quel point les États-Unis pouvaient être accommodants, sur quel point nous étions flexibles et quelles étaient les choses que nous devions absolument obtenir pour que le président des États-Unis ait le sentiment de conclure un bon accord. Marc Seymour, alors est-ce que les négociations entre les États-Unis et l'Iran vont repartir? Le Pakistan dit qu'il faut absolument qu'elle reparte. On a vu aussi les réactions du côté européen qui demandent, parce que manifestement, cette question du Liban, elle est aussi liée
puisqu'il y a le Hezbollah, à ces négociations. Donc, on a vu que c'était plutôt la question du nucléaire qui avait été au cœur de l'échec. En tout cas, c'est ce que dit le New York Times la semaine dernière. Ça a été en partie la surprise. Parce qu'on pensait que le nucléaire était plus ou moins resté un peu dans les limbes par rapport notamment à la question d'Ormuz qui n'existait pas avant mais qui avait surgi avec cette guerre. Et apparemment, les Américains avaient proposé finalement une suspension du nucléaire pour 20 ans et les Iraniens disaient on est d'accord pour 5 ans. Alors si c'est vrai, parce qu'on rapporte les propos du Washington, si c'est vrai, c'est quand même intéressant parce qu'une des questions symboliques fondamentales pour les Iraniens et à contrario aussi pour les Américains, c'est la question du droit à l'enrichissement. Les Américains au début exigeaient que l'Iran n'ait aucun droit à l'enrichissement. Ce qui était contradictoire d'ailleurs avec le traité de non-prolifération qui donne à tous les États signataires, dont fait partie l'Iran, un droit à un enrichissement minimum, genre entre 3 et 5%, à un usage strictement civil, que les Iraniens n'ont jamais respecté. Ensuite, de l'autre côté, pour les Américains, c'était l'exigence fondamentale, c'était une des raisons pour lesquelles Donald Trump avait déchiré l'accord de juillet 2015. Les Iraniens, eux, ne peuvent accepter ça parce qu'ils tiennent à leur droit à l'enrichissement. Le reste est une capitulation. Donc, les positions sont là-dessus sont diamétralement opposées. En même temps, ce qui s'est passé, je terminerai là-dessus, il y a quand même eu 21 heures de discussion, ce qui est énorme. Et surtout, à la surprise générale, les discussions qui avaient commencé indirectes, c'est-à-dire c'était les Pakistanais qui faisaient la navette entre les deux délégations, elles ont lieu en face à face. Ensuite, c'était la première. Donc en face à face, vous aviez qui? J.D. Vance et le président du Parlement iranien Khalibaf, qui est l'homme fort et qui était le chef de la délégation, le ministre des Affaires étrangères, etc. Ce qui est énorme en soi, parce que l'autre point optimiste de ces négociations, c'est que c'était à très 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 haut niveau. Donc avec une volonté malgré tout apparente des deux côtés d'essayer malgré tout d'arriver à des résultats. Mais, et je terminerai là-dessus, on est sur ce point où les deux parties pensent qu'elles ont intérêt, pour le moment encore, à continuer la guerre. Les Iraniens, parce qu'ils pensent que le temps joue en leur faveur. Les Américains, parce qu'ils veulent obtenir une victoire, quand même, qui ne soit pas simplement d'où ce blocus du détroit d'Ormuz. Les négociations, je fais un tour de table, parce qu'il nous reste 5 minutes. Les négociations vont-elles reprendre? À votre avis, Anna Bassis, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marc Semo? Ah oui, je crois que c'était assez clair, même au moment où J.D. Vance est parti de façon très dramatique et les Pakistanais et les autres médiateurs, ils vont continuer à mettre la pression, à mettre des propositions sur la table et c'est tout à fait normal que les négociations vont reprendre. Après, il faut dire que les Iraniens, ils sont arrivés à une situation très confortable à ces négociations. Ils ont tout l'intérêt de continuer parce que regardez, si vraiment les Américains ont mis sur la table une proposition de 20 ans, pour l'enrichissement, ce n'est pas du tout leur point de départ qui était à jamais, zéro à jamais. C'était zéro enrichissement. Déjà, c'est notre proposition, c'est une compromis. C'est une concession, après, c'est ça que vous voulez dire. En fait. 20 ans Après, on ne parle pas de missiles, on ne parle pas de financement de Hezbollah et des Houthis, on ne parle pas de plein de sujets qui auraient dû faire partie de ces négociations. Donc déjà, les Iraniens arrivent avec les droits d'Ormuz d'un côté, donc plein de leviers sur les Américains, et avec les Américains qui arrivent avec des propositions assez confortables. Donc vous pensez je pense, oui, que les négociations vont continuer. Jean-Pierre Perrin. Et depuis, donc, il y a évidemment ce blocus du détroit d'Ormuz décrété par Donald Trump. Mais 2 navires, manifestement, sont passés. En tout cas, c'est ce qu'on apprend de l'AFP. Ils seraient quand même passés. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure. Mais il a l'air tout de même d'être assez respecté. Votre analyse sur ces négociations, est-ce qu'elles vont reprendre ou pas? Oui, le Pakistan le demande. Elles vont sans doute reprendre. De toute façon, la stratégie iranienne a toujours été, dans n'importe quelle circonstance, de gagner du temps. Là, nous avons un régime quand même qui a un objectif, c'est survivre. Et s'il faut faire des concessions pour survivre, il fera les concessions, quelles que soient les concessions. Cette nature est vraiment existentielle pour le moment. Il lui faut survivre. Il ne veut pas disparaître comme ça. Bon, ce qui montre actuellement, c'est qu'il n'est pas en si mauvaise posture que ça, puisqu'il est en capacité de négocier et éventuellement même de marquer des points, alors que normalement, on pensait qu'il était complètement
par terre. Effectivement, il est très affaibli, mais pas au point encore de céder sur des points essentiels, le détroit d'Ormuz, sur le nucléaire et sur d'autres sujets. Patrice Paoli, c'est le nucléaire donc qui serait au cœur de ces négociations qui pourraient reprendre, d'après vous, entre les États-Unis et l'Iran? Oui, je pense qu'elles peuvent très bien reprendre. Simplement, on peut se demander pourquoi les autorités ont pu, puisque à la veille du déclenchement des hostilités, on nous disait que les négociations avaient bien avancé sur beaucoup de points et qu'il y avait des ouvertures. Donc le lendemain, une guerre est déclenchée contre l'Iran. Donc aujourd'hui, on peut se demander quels sont les objectifs d'une négociation. Ceci étant, que la négociation soit possible aujourd'hui, c'est effectivement toujours une bonne chose. Je pense qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir, mais je ne comprends pas très bien quels sont les objectifs de la politique américaine. Dans le cas d'Israël, c'est clair, les objectifs sont clairs, même je ne sais pas s'ils sont atteignables, mais ils sont clairs. Dans le cas des Américains, on hésite sur un certain nombre de choses. Je ne pense pas que le JCPOA, à l'époque, ait été balayé par Trump en raison de son contenu. Il a été balayé parce que c'était l'héritage de son prédécesseur qui n'avait cessé de mettre en cause. Donc, il y a une vision un peu erratique des négociants, un manque de patience et un manque aussi de personnel. Les hommes qui sont autour de Trump sont peu nombreux, peu exercés à la négociation, peu au fait des subtilités des dossiers. Et donc, il faut, pour une négociation, une certaine persistance, une persévérance, un investissement d'un appareil avec des équipes de négociation. Si les Américains, si Trump est prêt à mettre ça en œuvre, peut-être que ça peut marcher. Pour l'instant, moi, j'ai des doutes sur l'aboutissement, même si, évidemment, à un moment, l'Iran peut avoir un intérêt à arriver à un accord. Mais en tous les cas, à poursuivre la négociation, c'est déjà une victoire en soi pour lui, comme ça a été dit précédemment, d'être aujourd'hui engagé dans une discussion avec les États-Unis. Merci beaucoup, Patrice Paoli. Merci à tous les quatre. On apprend à l'instant donc que ce premier round de discussion entre Israël et le Liban à Washington vient de se terminer, qu'il y aurait eu des discussions sur la frontière, d'après l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et également donc sur le Hezbollah. Donc voilà, des discussions qui manifestement... Donc ce premier round s'est terminé et manifestement, ça a l'air d'être plutôt positif. Mais voilà tout ce qu'on en sait pour le moment. Merci beaucoup Marc Semo d'avoir été là. Patrice Paoli, Rina Bastiste, Jean-Pierre Perrin. Merci. On se retrouve demain à partir de 18h.